Bonjour et bienvenue sur le podcast Flamboyante. À travers ce podcast, j'ai ouvert un espace de parole dédié aux femmes qui entreprennent avec alignement et intégrité. Je choisis des entrepreneurs qui, à mes yeux, sont remarquables. Leurs entreprises ne sont pas cotées au CAC 40, elles ne passent pas à la télé, elles font le job parfois dans l'ombre. Pourtant, qu'est-ce qu'elles développent, inspirent et incarnent? Un épisode de Flamboyante et Entrepreneur est diffusé un mardi sur deux sur toutes les plateformes. Partagés en mode thérapie entrepreneuriale, j'espère que ces parcours nourriront le vôtre autant qu'ils nourrissent le mien. Je suis Sabine Reynard, révélatrice de marque et d'être. J'accompagne les chefs d'entreprise à aligner ce qu'ils font à qui ils sont et non l'inverse. Je traduis en mots, en images, en vibrations, leur positionnement, leur univers de marque et tout simplement la mission qu'ils développent avec le cœur au quotidien. J'espère que cet épisode vous plaira. À bientôt! Vous êtes à un moment phare de votre carrière. Nouvelle stratégie, c'est une question de vie ou de mort. Ah oui, carrément. Le mot patronne, pour moi, c'est un mot très fort. Non, mais nous, les femmes, c'est pas pareil. Ah bon? Combien il te faut pour commencer? Et une fois qu'on est là, on est des patronnes et on s'entraide. Coucher double sur la com. On était tous à fond. Et je pense que tout ça est aussi lié à mon syndrome de l'imposteur. Ouvrir une boîte, et pourquoi pas? Aujourd'hui, j'accueille une femme qui a jusqu'ici consacré sa vie à connecter la dimension spirituelle à la dimension terrestre et à rendre cette connexion tangible. Dit comme ça peut sembler perché, il n'en est rien. Estelle Guillard est au contraire une femme de la terre, une artiste artisane paysanne qui sème, récolte et offre aux autres les fruits de sa culture et de tout ce qu'elle a découvert au passage. Entre terres artistiques, comédienne de théâtre, metteuse en scène, directrice de casting, terre nourricière, horticultrice, agricultrice et terre spirituelle, enseignante Steiner, habitante d'Auroville en Inde, enseignante bénévole dans l'école de méditation de Fabrice Midal, au travers de ses différents voyages et différents métiers, Estelle Guillard a fait le tour des ressources essentielles pour nourrir, élever et connecter les gens entre eux. Dans son dernier projet, Faire, dont elle va évidemment nous parler, elle est d'ailleurs une sorte de passeuse, de tisseuse d'histoires, d'émotions et de liens dans ce lieu si spécial, transmission de son héritage familial, l'écogîte du Moulin de Bel-Air, à Jouer-sur-Erdre. Je suis très heureuse d'accueillir Estelle au micro de Flamboyante. Bienvenue Estelle. Pour commencer, est-ce que tu peux nous partager ton humeur du jour? Alors, une humeur du jour, écoute, c'est pétillante, je crois. Mais flamboyant, c'est très joli aussi. Oui, oui, pétillante. Je vois tout ce que ça annonce, tout ce que la journée annonce d'aventure. Hmm. Est-ce que tu peux te présenter comme tu le souhaites? Oui, alors bah, c'est très joli tout ce que tu as dit, très joli et puis très complet. Mais en quelques mots, écoute, voilà, je m'appelle donc Estelle Guillard et j'ai 51 ans aujourd'hui. Ça fait quelques années que je suis revenue en France après effectivement un grand passage par l'Inde et qu'est-ce que je peux dire que voilà, aujourd'hui ce qui m'anime, c'est ce qui continue de m'animer, c'est de oui, de tisser des ponts, comme tu l'as dit, très bellement, très joliment, entre la vie la plus simple, euh, la plus concrète, et puis une dimension poétique de l'existence, quelque chose où vivre, ce soit beau, où on ait envie de vivre et de partager, de faire société. Magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous décrire les grandes lignes de ton aventure professionnelle et entrepreneuriale? Parce que bon, tu n'as jamais été salarié, on l'a compris, tu ne le seras certainement jamais. Et tu as eu 1000 vies avec beaucoup de métiers différents. Comment tu peux, voilà, on va le faire de manière chronologique, ce sera plus simple. Est-ce que tu peux repartir vraiment de l'origine, du début, pour arriver jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à faire, pour nous expliquer vraiment le parcours? Oui, je peux essayer en tout cas. Oui, on disait autrefois qu'on papillonnait, maintenant on dit qu'on a plein de savoirs transversaux. Quand on est une dame de 51 ans, on devient quelqu'un qui a plein de savoirs transversaux. Donc, mes savoirs transversaux. D'abord, je dirais que j'ai été élevée, j'ai fait mes études jusqu'au bac à Angers, mais que je m'ennuyais un petit peu à l'école, même si c'était assez facile et j'avais des grandes sœurs qui m'apprenaient et donc j'ai sauté une classe et tout ça, mais je me disais bon, elle est où la vraie école? Elle est où la vraie école?
La première vraie école que j'ai trouvée, c'est le conservatoire de théâtre que j'ai fait à Angers, où là, j'ai vraiment, voilà, vu qu'on pouvait explorer quelque chose autour de ce que c'était que l'être humain, les relations humaines, les émotions, ce qui fait les batailles et les unions entre les humains, tout ça, ça m'intéressait vraiment. Qu'est-ce qui fait que, voilà, qu'il y a une société qui se déchire ou qui se soutient? Ça a été toujours au cœur, je crois, de ce qui me préoccupe, de ce qui m'intéresse. Euh, et puis de là, j'ai commencé à travailler un peu comme comédienne. Et puis, je suis allée comme les jeunes filles de province à Paris pour faire des stages de théâtre et puis travailler. Lors d'un stage, j'ai rencontré celui qui allait être le papa de mon premier fils, euh, Mamadou Dioum, qui était comédien euh, et metteur en scène et dans la troupe de Peter Brook. J'avais découvert le travail de Peter Brook qui m'intéressait beaucoup. Et avec Mamadou, on a travaillé donc comme à la mise en scène. Et j'ai eu rapidement mon premier fils, Issa. Et là, c'était un premier tournant où vraiment c'est devenu essentiel pour moi en fait de me dire voilà comment on accueille un enfant dans ce monde complexe sur cette terre de France, un enfant métis, euh, euh, voilà, comment faire pour qu'il y ait sa place tout à fait, comment voilà, lui offrir les conditions. Et c'est là que je me suis tournée vraiment vers Steiner parce que j'y trouvais quelque chose de très intelligent. Steiner-Waldorf, les écoles Steiner-Waldorf, c'est des écoles dites alternatives. Donc, c'est des écoles qui insistent beaucoup sur l'aspect, en fait, voilà, de faire les choses, que le monde est vivant, qu'on fait son pain, on colorie, on dessine. Il y a une place pour l'art, l'artisanat qui est très importante. Et puis, on laisse les enfants se salir avec de la boue, des feuilles. Il y a un côté comme ça où on accueille l'enfant sur la terre vivante. Et ça me plaisait beaucoup. Donc, je me suis formée donc à la pédagogie Steiner. Ça s'appelle jardinière d'enfants. C'est joli. Toi, tu étais jardinière d'enfants. Oui, Bien. c'est mignon, hein. Oui. Et tu peux nous dire, Steiner, en fait, parce que moi je connais les produits Velleda, mais tu peux juste nous dire un petit mot, c'est Velleda, la biodynamie, c'est ça, il est à l'origine de ces mouvements-là, hein. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on pourrait dire, oui, essaimé dans plusieurs champs, Mm. parce que même au niveau architectural, il a influencé, tu vois, il a travaillé sur, euh, oui, oui, dans plein de domaines, en fait, mais c'est vrai qu'on le connaît surtout pour les produits cosmétiques Velleda qui, en fait, sont faits en biodynamie, c'est-à-dire que les plantes derrière vont être cultivées d'une certaine façon. Dans le travail avec la biodynamie, on reste vraiment en contact avec la terre, on reste vraiment en contact avec la lune, avec tous les éléments naturels en fait, et on a un rapport vivant, un peu comme je disais, le moulin est vivant parce qu'il est composé d'éléments vivants. Chez Steiner, en biodynamie, on va vraiment travailler sur l'aspect vivant, vibratoire et vivant de la terre. Aujourd'hui, ça donne d'excellents vins. Euh, Par exemple, voilà, on va respecter la plante qui produit, on va respecter la terre qui porte la plante. Il y a tout ce travail-là en biodynamie. C'est très, très vaste. Donc après avoir été jardinière d'enfants, c'était quoi ton étape? Eh ben, j'ai eu un deuxième enfant et je suis devenue jardinière tout court. Ouais, horticultrice On est agronomie. parti. Ouais, c'est ça. En fait, donc j'étais sur Paris et j'ai rencontré le papa de mon deuxième fils et qui était aussi sur Paris dans une vie très active et qui avait un grand rêve, c'était de partir à la campagne et d'avoir une ferme. Et j'ai dit OK, let's go. Et pour moi, c'était aussi l'idée voilà, de trouver un espace aussi. Euh,
cohérent, harmonieux, cohérent, où, élever mes enfants. Il en avait deux aussi, donc nos quatre enfants. Et donc, on a repris une ferme et là, je suis devenue horticultrice. Et donc là, jardinière de jardin pour faire des fleurs et des petits fruits, donc de la semence de fleurs et de petits fruits, ce qui était un peu perché, comme tu disais. Euh, Avant les à années 2000. hein. Avant les années 2000, ouais, c'était un peu perché, ouais. Aujourd'hui, ça Pas passe. Mais... seulement. Déjà la bio, voilà, bon, c'était on disait pour les bonnes femmes et pour les jardins, donc ça tombait bien. J'étais une femme et j'avais un gros jardin. Mais c'est devenu plus sérieux après, tellement que d'ailleurs les grosses industries ont repris en fait l'agriculture biologique qui grandissait et d'ailleurs on fait disparaître la nécessité de produire de la semence biologique pour faire des légumes biologiques. Donc en fait tout le projet euh, de ferme de production de semences biologiques avait plus vraiment de sens puisqu'il n'y avait plus besoin de semences biologiques pour faire des fleurs et des légumes biologiques. Et, euh, et là, en fait, on avait parlé très très vite de l'Inde et d'Auroville très immédiatement quand j'ai rencontré le papa de mon deuxième fils. Et donc, on a choisi de tout quitter et de partir en Inde du Sud, à Auroville. Hmm. Et là, tu y as passé donc une dizaine d'années Oui, en te reconnectant à tes métiers du théâtre, de la mise en scène et puis du casting aussi. Donc là, c'est ce qui a ouais. animé ton temps dans cette ville utopique, enfin, ou en tout cas avec cet idéal de société. Ouais, tout à fait. C'était une autre étape en fait d'essayer de trouver donc un espace de vie possible. Tu vois, là, quelque part, la ferme, c'était un petit îlot au cœur d'une société dans laquelle je pouvais pas changer grand-chose. Auroville, le projet de société à la base, c'était vraiment que les résidents de cette ville utopique sont acteurs eux-mêmes de tout ce qui va avoir lieu dans cette ville. Donc c'était, je pense, une autre étape qui pour moi était cohérente, en fait, de voir comment je pouvais être actrice au cœur de la société. Et effectivement, j'y suis allée avec un passeport sur lequel j'étais agricultrice et une expérience de metteur en scène en disant je suis open, je suis ouverte à ce qui peut se présenter. Et c'est ce qui s'est présenté, c'était le théâtre avec la proposition de mettre en scène les personnes qui vivaient donc à Auroville et, euh, et puis d'enseigner le théâtre dans une école équivalente d'une école primaire. Et peut-être en deux, trois mots, oui, Auroville, c'est une ville donc, qui s'est fondée dans les années 68, hein, c'est vraiment à cette époque-là, et qui est une ville utopique qui rassemble une cinquantaine de nationalités et, euh, et qui a vraiment pour but cette recherche autour de l'unité humaine qui soit pas fondée sur un diktat, sur un dogme, mais sur vraiment le respect de ce qui peut être nommé la part divine. Mais moi, ce terme me parle pas particulièrement, mais en tout cas, la part, je dirais, moi, poétique, en fait, de l'être humain, quelque chose qui le dépasse et qui nous rassemble. Euh, donc, euh, donc oui, à Auroville, j'ai aussi monté une agence artistique dans laquelle justement je faisais le pont entre artistes, artisans et questions éthiques et environnementales. Tu vois, il y a vraiment cette idée. Pour moi, c'est pas séparé en fait. Il y a quelque chose dans notre façon de vivre. Oui, qui comprend plein d'aspects qui sont pas séparés les uns des autres. Je pense la façon dont on considère notre propre vie, donc on considère la vie, le respect qu'on peut porter à la vie en soi ou à l'extérieur, je crois que c'est pas différent. Et du coup, la façon dont on va agir. Donc, dans les différents métiers que j'ai faits, euh, oui, même comme tu vois, directrice de casting, j'ai travaillé pour un film pour Arte sur la vie de Alexandra David-Néel, une aventurière
qui s'est questionné sur le bouddhisme, l'hindouisme et comment rapporter des éléments comme de ces traditions-là en Occident. Et j'ai travaillé aussi bien avec voilà, des villageois qu'on appellerait des intouchables que avec des Bengalis brahmines voilà, qui sont considérés comme les sachants un peu de l'Inde, avec des Occidentaux, avec des gens du Sikkim, dans le nord-est de l'Inde. Et à chaque fois, il y a quelque chose de passionnant à respecter l'autre dans sa culture, dans sa différence, dans avoir comment travailler ensemble, comment faire travailler aussi ensemble les gens de cultures différentes. Voilà, tout ça m'a passionnée et continue de me passionner. Jusqu'à ton retour en France Oui. et puis ton retour aussi au moulin. Donc là, est-ce que tu Oui. peux nous parler de cette phase très importante, Oui. puisqu'en fait, il s'agit d'un héritage, il s'agit d'un lien aussi de cœur, de famille, avec un bâti, avec une bâtisse, avec un usage. Ouais. Là, quand tu parles, ça me fait penser à. Il y a une histoire, hein, parce qu'on parlait de l'Inde, il y a une histoire comme ça de mythique où il y a un personnage qui tourne, qui va dans tous les pays du monde et puis qui revient en ayant découvert quelque chose et puis il retrouve son frère et puis le frère, en fait, il a juste fait le tour de sa maman et il a fait, en fait, il a vécu autant d'aventures. Ça me fait penser un peu à ça. Je suis là que je suis partie loin et je suis revenue et c'est assez rigolo, tu vois, à 51 ans de se retrouver pas dans l'endroit de ma naissance, mieux que ça, dans l'endroit où ma grand-mère est née, où mes arrière-grands-parents étaient meuniers dans un moulin avant, à jouer sur erdre, où j'ai appris à marcher, où toutes mes premières sensations, perceptions, souvenirs sont nés, tu vois, et j'ai des souvenirs d'odeur, de chaleur, de matière. Toutes mes premières perceptions viennent de ce lieu. Et donc, je suis revenue ici, oui, en 2013, à l'été 2013, je suis revenue en France avec une pièce de théâtre, avec mon fils aîné qui voulait reprendre son lycée. Et, euh, et en 2020, je me suis retrouvée à prendre la responsabilité voilà, de prendre soin de ce moulin au décès de mon père en plein démarrage du Covid. Euh, donc, il y avait beaucoup de choses à penser. Moi, j'étais à l'époque, j'avais un statut de professeur indépendant de théâtre. Donc, il fallait que je reprenne un paquebot hein, avec les charges qui sont très différentes d'un appartement, le faire tourner puis le faire vivre parce que c'est un lieu qui réclame ça en fait. C'est un lieu qui a toujours été un lieu de vie, d'accueil. Les moulins sont traditionnellement des lieux d'accueil et de travail. Et ça me plaît beaucoup parce que j'aime le travail et j'aime l'accueil. Mais il fallait que je pense ça et que je pense ça dans la façon dont moi j'avais envie de le faire vivre avec mon identité. Euh, Mon père a su transformer ce lieu pour en faire un lieu d'habitation pour lui et puis le faire vivre de la façon dont il avait envie de le faire vivre. Alors lui, il a mis des saunas, des jacuzzis, un truc comme ça. Autre ambiance. Et moi, mais c'est très chouette, hein, il y a un sauna, ça c'est chouette. Euh, mais voilà, moi je savais que pour être bien ici, il fallait à la fois que ce soit un lieu d'accueil, parce que ça, ma grand-mère le disait, le sens de l'accueil, c'est dans nos gènes. Et moi, je voulais que ça reste un lieu d'accueil pour tous, pour Mm. toutes. Donc ça, c'est sûr. Ensuite, il y avait forcément l'idée que ça devait pouvoir aussi développer déjà que je pouvais y vivre bien, que je pouvais y pratiquer la méditation qui fait partie de mon quotidien et que je pouvais y développer des activités artistiques euh, parce que c'est précieux en fait d'avoir un lieu cocon, un lieu où on peut euh, voilà, créer et en même temps un lieu où on peut recevoir et partager les créations. Donc, voilà, c'est tout ça que j'ai commencé
à réfléchir et à faire. Parce que comme tu dis, c'est pas perché, c'est très ancré aussi. Accueillir des gens, voilà, c'est faire des galettes, c'est servir à manger, c'est faire des lits, préparer des chambres, faire en sorte que les gens se sentent bien, se sentent accueillis chez eux. Donc c'est très concret. C'est une façon de vivre, pour moi, la spiritualité de façon la plus concrète possible. Et ça, j'aime ça. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous parler donc tu t'es laissé 4 ans vraiment pour t'imprégner de ce lieu, pour poser tes valises, pour y habiter et puis a mûri le projet Faire. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors faire, c'est assez étonnant en fait. Ça m'est tombé dessus le nom. Donc faire, ça veut dire Female Artist in Residence. Et l'idée, c'est un lieu d'accueil de femmes artistes donc en résidence. Et oui, c'est assez étonnant comment c'est arrivé en fait. Tu sais, quelquefois, on croit qu'on décide de tout. Puis quand on entreprend, d'ailleurs, on se rend compte qu'on est quelquefois simplement appelé à faire des choses. Et, euh, et donc, pour moi, ça s'est vraiment fait progressivement. En fait, je me suis rendu compte, tu vois, même depuis l'Inde, depuis le fait de me retrouver directrice de casting autour du film sur la vie d'une femme aventurière, Alexandra David-Néel. Puis après, on met une pièce dans le théâtre dans les mains, puis ça s'appelle L'homme semence. Et c'est l'histoire de femmes qui se retrouvent sans homme et qui se demandent comment on va vivre. Et puis, tu vois, petit à petit, comme ça, c'est comme si des choses me tombaient dessus ou venaient vers moi sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être une femme. Et puis, tu vois, en vieillissant, en devenant une femme d'âge mûr et que tu vois des jeunes femmes qui viennent vers toi, qui te disent, mais c'est quoi être une femme indépendante? C'est quoi? Parce qu'effectivement, je pense que j'ai toujours été marquée célibataire sur mes papiers. Ou, tu vois, c'est-à-dire que euh, il y a quelque chose de ce que c'est qu'être une femme aujourd'hui qui me tournait autour en fait et faire c'est un peu la maturation de ça. J'étais appelée souvent le 8 mars à faire des événements, des choses et je me sentais pas du tout particulièrement dans une question féministe. J'avais pas l'impression d'avoir été spécialement brimée en tant que femme. Euh, Et en fait, c'est petit à petit que des choses sont apparues, que j'ai découvert en fait la question ou la problématique autour des questions dites du féminisme aujourd'hui. Et c'est passionnant et c'est vaste et c'est presque hallucinant en fait quand on commence à ouvrir un petit peu les yeux et à voir en fait tout ce que ça implique, toutes les inégalités, tous les mouvements, tous les possibles aussi. Euh, et donc faire, c'est une évidence aujourd'hui, la création d'une résidence artistique au Moulin de Bel-Air, l'idée qu'on garde une partie qui soit de l'accueil, tu vois, de gens qui viennent à vélo, pas mal d'ailleurs, ça c'est chouette, au Moulin, euh, voilà, comme dans un gîte classique, disons, mais qu'il y ait une partie de l'année qui soit consacrée à la création féminine, c'est une nécessité aujourd'hui. Je peux même pas dire que je l'ai choisi. C'est comme juste une évidence. Alors, la création féminine, quelle création? Quel type de Bah, création? alors, il s'agit surtout d'accueil d'autrices, mais pas seulement. Ça peut être, tu vois, dans les projets. En fait, on a lancé, on s'est réunis, on a créé une association. Donc, faire, l'association s'appelle, ça ne te surprendra pas, Faire Société. J'ai découvert qu'on pouvait appeler en fait une association, ça peut s'appeler un club, tu sais, comme les clubs de boules de fort ou de... Et ça peut s'appeler une association et ça peut s'appeler aussi une société. Alors, faire société, j'ai trouvé ça quand même assez classe. Donc, ça s'appelle faire société. Et donc, oui, on est six membres dans le conseil d'administration. On a travaillé ensemble pour accueillir une première résidence cet automne. Hmm. Euh, Et donc, ce sera en fait dans les projets qu'on a sélectionnés, c'est donc des projets portés par des femmes qui peuvent être des projets mixtes qui incluent des hommes, mais l'idée c'est que ce soit la femme qui soit le lead, qui soit en tête d'affiche. Hmm. En fait, le principe c'est que on va équilibrer la balance en l'inversant. Donc, à faire, on va mettre
90% de femmes et 10% d'hommes. Et la femme doit assumer et prendre la tête du projet artistique. Ça, c'est le premier critère. Et le deuxième, c'est que c'est bien de donner la parole aux femmes, mais il faut aussi les payer. Mm. Et que donc, on travaille pour que les femmes qui viennent chez Faire soient rémunérées. Parce que le travail artistique, ça mérite salaire. Donc ça, c'est vraiment les principes, disons, fondamentaux. Et ça peut concerner des projets dans la mesure où on peut les accueillir, c'est-à-dire des projets d'écriture, mais qui peuvent être de poésie, de théâtre, de roman. Mm. Et ça peut être une écriture plateau, c'est-à-dire danse, théâtre, dans la mesure où on a les moyens de l'accueillir ici, c'est-à-dire on a une salle ici qui fait 50 mètres carrés qui peut accueillir une première étape de travail. C'est vraiment l'idée ici, c'est l'idée du cocon. On espère qu'il va y avoir beaucoup d'interactions avec le réseau des bibliothèques autour, avec les cafés culture, avec les tiers-lieux, avec tous les endroits qui soutiennent la culture dans notre région, que ce soit à Nantes, mais aussi dans tout le pays d'Ancenis, tout le secteur de l'Erdre. Euh, donc, on a vraiment envie que les femmes artistes qui seront ici, bah voilà, puissent offrir la richesse de leur présence à, à- voilà, tout ce qui peut, qu'elles puissent rayonner voilà, dans tous les lieux culturels autour du moulin. Mais aussi qu'elles aient un espace de création parce que les femmes, elles sont toujours coupées en rondelles entre la nécessité de gagner voilà, de sa vie, de s'occuper des enfants, de gérer ceci et ceci et cela, et qu'à un moment donné, un lieu pour se poser, c'est nécessaire. Mm. Et ça, c'est vraiment ça, ce que j'ai compris aussi ce qu'on a reçu comme réponse, tu vois, à l'appel à résidence, c'était vraiment, oh là là, enfin un lieu Pour moi, pour ma pour moi. création. Tu Mm. vois, Chambre à soi de Virginia Woolf, c'est toujours d'actualité. Donc, enfin, un lieu à soi ou même un lieu entre sœurs, un lieu entre pères, tu vois. On peut tout à fait vraiment parler de père et danse parce que les femmes qui sont ici, qui vont venir ici, c'est bah, c'est des femmes. Donc, ça veut dire que c'est des êtres humains qui ont traversé un certain nombre d'épreuves communes. Euh, et que le fait en plus d'assumer, de s'assumer en tant que femme artiste, c'est un sacré challenge. Et Mm. de pouvoir partager ça entre femmes, ça promet de très beaux moments. Déjà, la naissance de ça est très très belle, donc je m'en réjouis. Mm. Alors, tu vois, justement, j'avais écrit une... J'avais envie de te poser la question, mais tu es en train d'y répondre, que entre le spectacle vivant, la biodynamie ou l'horticulture, ben, évidemment, toi, tu es très connecté au vivant et au lien au vivant, et que j'avais le sentiment, finalement, que dans la première partie de ta vie, tu avais expérimenté ton propre lien au vivant, et que dans cette seconde partie que tu amorces, ben, en fait, tu permets aux autres d'expérimenter leur lien au vivant à travers ce lieu aussi, tu vois, et tes propres expériences, comme cette passeuse dont je parlais tout à l'heure en introduction. Ouais, je te remercie, c'est très beau ce que tu pointes. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour moi, la première partie de ma vie, elle est née d'une nécessité d'entendre et de comprendre quelque chose de la vie et de la mort, parce que j'ai été confrontée jeune, adolescente, j'ai perdu deux de mes sœurs, et la question de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que le soin, qu'est-ce qui fait qu'un être humain a sa place ou pas sur Terre et comment est-ce qu'on peut dire à chacun qu'il est aimable et qu'il a sa place sur Terre, tu vois? Et pour moi, ça, c'est vraiment, c'est majeur, c'est capital. Je veux que tous les êtres humains sur la Terre sachent qu'ils sont bienvenus. Mm. Et, euh, et je crois que c'est vraiment ça, en fait. Et il fallait je me souviens de cette phrase c'est Philippe Léotard qui dit, faut d'abord s'aimer soi-même pour faire l'amour à la vie. Et je crois qu'effectivement, la première partie, c'était vraiment retrouver
de façon inébranlable un lien au vivant, en fait. Retrouver qu'est-ce qui, pour moi, faisait sens euh, et faisait vie. Et quel était le lien, effectivement, de tout simplement moi, Estelle, avec le vivant. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je nourris, que je chéris et que j'ai envie de partager. Et j'ai envie d'offrir effectivement un espace où on peut se relier, où on se sent relié d'évidence au vivant, à la nature, mais aux autres aussi. Parce que oui, faire société, c'est ça, c'est qu'on on a besoin les uns des autres. On vit parce qu'on vit ensemble. On ne peut pas tenir sans relation. Alors, est-ce qu'on peut faire en sorte que cette relation soit essentielle, soit vivante, soit nourricière, soit bonne en fait pour chacun d'entre nous? Bah, c'est à chacun d'en prendre soin. Et là, l'art, il est là pour dire euh, il y a autre chose que la marchandise, il y a autre chose que la superproduction ou la surproduction ou le gavage d'informations. On peut échanger sans échanger de l'information, mais échanger euh, des expériences, partager, faire, oui, faire en commun, faire société. Et c'est tout simple, ça va de prendre un verre ensemble à regarder une fleur ensemble, à sentir le vent ensemble. C'est très concret. Je crois que c'est essentiel pour l'être humain. Et oui, j'ai envie ça me va très bien en fait, comme je devrais dire ça, passeuse. Qu'est-ce que vous Mhm. faites Ouais. Et tu m'as expliqué aussi que ton souhait à une époque, à l'époque où tu es devenue horticultrice, c'était de refaire vivre la terre qui avait été maltraitée. Euh, du coup, tu penses que c'est ce que tu cherches finalement et ce que tu diffuses dans toutes tes entreprises? Quand je parle d'entreprise, c'est toutes tes activités, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, c'est de venir finalement remettre de la vie, remettre de l'énergie, remettre du lien, réactiver le vivant et même au sein de ce moulin qui finalement avait peut-être perdu un peu ses fonctions primaires d'accueillir les gens, de les faire se rencontrer, de créer aussi cette animation, cette vie autour de ce bâti à travers ces femmes-là que tu vas accueillir. C'est aussi ce job-là que tu réactives. Oui, 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 tout à fait. C'est vraiment ça. C'est-à-dire, je pense que ce qu'on appelle la convivialité, c'est pas du tout quelque chose de ridicule. La gentillesse non plus. Un gentil, c'est quelqu'un du pays. Comme les gens. Ça veut- Mmh. Et moi, je veux bien être une gentille, en fait. Je veux bien être quelqu'un du pays, tu vois, qui accueille et qui permettent voilà, aux voyageurs, aux chevaliers, aux chevalières d'arriver, de se poser ici et de repartir à l'aventure après en ayant été nourris de leur passage dans ce lieu vivant qui les accueille. Donc, oui, oui, il y a cet esprit-là. Et pour moi, tu vois, là, quand tu parlais, je pensais à ce merveilleux livre de Anne Fourmentel qui s'appelle La puissance de la douceur. Euh, je pense que c'est premièrement, avant toute chose, c'est ça que j'aurais envie de partager, c'est-à-dire que le soin, la douceur, l'accueil, c'est puissant. Et c'est plus puissant que tout ce qu'on peut nous faire croire. Et quand on parle des grands de ce monde ou des puissants, je crois qu'on se trompe. La puissance, elle est voilà, dans ce que tu fais. Euh, de façon, elle est dans l'humilité. Humilité, c'est l'humus, c'est la terre, c'est le même mot. Ben, je crois que la vraie puissance inébranlable, elle est dans la façon dont humblement on fait chacun ce qu'on a à faire là où on est pour maintenir le lien vivant entre, entre les êtres. Mmh. Quel a été l'impact de l'amour, de la spiritualité et de tes 12 années passées à Auroville dans ta vision de la vie et notamment, surtout, dans ta vie entrepreneuriale?
Est-ce que ça t'a ramené encore plus proche de ce que tu avais déjà au fond de toi, qui était déjà cette connexion aux autres, déjà cette écoute des autres et le fait de les regarder, les mettre peut-être en communion aussi sur cette scène, à travers des mises en scène, etc. Est-ce que ça a encore amplifié ce mouvement-là? En fait, ça l'a reconnu. Parce que tu vois, que je crois que quand on est enfant, naturellement, on sourit, on va vers les autres. Si on nous a pas dit que les autres étaient méchants, naturellement, un enfant, il va vers l'autre, il sourit. Moi, j'étais comme ça, en fait, hein. J'étais pipelette, chippie et souriante et j'allais vers les autres. Et puis, à un moment, on te dit, où la vie te dit, non, c'est pas ça, le monde est... Et il y a quelque chose qui se referme. Et en fait, d'entrer dans une possibilité d'utopie, qui est des gens assez fous pour avoir tenté une utopie de vie, ça te dit que t'es pas complètement folle en fait, que c'est pas tout à fait idiot de d'imaginer qu'une société est possible. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que tu vas y arriver, ça veut pas dire que c'est idéal, mais que tu aies en toi cette aspiration vers un monde plus juste, plus respectueux de chacun. Eh ben c'est vraiment pas nul. Et Et le fait de pouvoir te sentir entouré en fait de gens qui ont cette aspiration commune, c'est magnifique. Et c'est pour moi ce que je vis aussi, tu vois, avec ce que je fais dans Réseau, dans l'école de méditation aujourd'hui. C'est vraiment l'idée euh, que voilà, qu'on peut cultiver en soi, on peut faire le choix de la vie, quoi. On peut faire le choix de soutenir la dignité, le respect, la beauté de Ça, la vie. oui, là, tu nous as parlé de l'école réseau de Fabrice Midal dans laquelle tu interviens depuis plusieurs années. Et effectivement, c'est ce que tu partages, c'est qu'en fait, c'est un choix, quoi. C'est une décision. C'est une décision de choisir une posture digne, humble, douce, respectueuse du monde, en fait, du monde, des gens qui nous entourent, du vivant, enfin, et de nous déjà en tant qu'individus, et puis du collectif et du vivant. Et c'est aussi effectivement ce qui est dispensé finalement dans cette école dans Mm. laquelle tu trouves bien ta place. Ouais. Oui, tout à fait, parce que j'y suis moi-même, que c'est pas des clones, qu'on n'a pas à dispenser un dogme et que je parle à partir de qui je suis. Mais oui, oui, je crois il y a un choix à faire à un moment donné. En fait, soit on s'enterre et on renonce à la vie, soit on la proclame. Moi, j'ai choisi de la proclamer et ça ne veut pas du tout dire qu'on est victorieux tous les jours, ça ne veut pas du tout dire que la vie nous répond, qu'on a raison tous les jours, mais oui, il y a un choix d'une posture et d'une certaine tenue de dire euh, je prends le parti de la vie. Je prends le parti du respect de l'être humain. Je suis tout à fait informée des horreurs qu'il y a en ce moment sur la planète. Je sais qu'il y a des gens qui souffrent pendant que je te parle. Je sais qu'il y a des gens qui meurent. Je sais qu'il y a des gens qui sont maltraités. Je sais qu'il y a des femmes qui sont dans des conditions horribles. Et ben, je tiens. Et je tiendrai. Et je proclame la vie. Et je suis persuadée que la douceur est puissante et que voilà qu'il faut la soutenir. Hmm. Tous et toutes autant qu'on est. Oui. Hmm. Est-ce que tu dirais que le soin et le lien sont des valeurs essentielles dans ton parcours et plus précisément sur quelle qualité personnelle tu as construit tes activités, ton business au fil des années et aujourd'hui? Alors, je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la clarté, je dirais, c'est-à-dire voir clair, en fait, la situation. Prendre soin, c'est voir les choses comme elles sont. C'est-à-dire que tu peux pas imposer une perspective qui serait pas en rapport au contexte dans lequel tu crées quelque chose. Tu vois, Hmm. créer une boîte en Inde, à Auroville, c'est pas la même chose que euh, s'occuper du moulin de Bel-Air à Jouy-sur-Erdre. Il y a un contexte, il y a une réalité d'un environnement qui peut être culturel, politique, social. Et en fait, donc voir clair, c'est déjà voir dans son ensemble, en fait, où est-ce que tu viens? Tu viens pas nulle part et tu viens pas de nulle part et il n'y avait pas rien avant toi. Tu vois, donc il y a une valeur de soin, c'est une valeur de respect parce que tu dis,
où est-ce que je mets les pieds, tu vois. Avec le moulin, c'est très intéressant. J'arrive quelque part où il y a l'histoire de mes arrière-grands-parents, il y a l'histoire, mais aussi il y a toute l'histoire de tout un pays, en fait. Il y a Oui. 2 siècles d'histoire. J'arrive pas nulle part. Je peux pas dire quand je parle à Karine qui tient la petite épicerie de Jouer-sur-Erdre et puis qu'elle me dit ah bah nous on allait se promener au moulin. Je dis mais t'es rentrée dans le moulin? Elle me dit non. Mais le moulin il n'existe pas que pour moi. C'est pas moi qui l'ai Mhm. inventé. Il sera là après moi. Il était là avant moi. Donc là tu vois on retrouve aussi quelque chose de l'humilité. C'est-à-dire tu te dis ok oui je suis de passage. Euh, et qu'est-ce que j'y fais de mon passage, tu vois, comment donc il y a la clarté et puis ce qui implique de reconnaître tous les moments où on n'est pas clair et où on voit rien, hein, on n'a pas vu. Non, non, mais parce que je veux dire, c'est pas un truc bing, j'arrive, je vois tout clair et je suis superwoman. C'est pas du tout ça, en fait. C'est justement, tu vois tous les endroits où t'as juste pas compris, en fait, que tu avais des voisins qui étaient chasseurs et que tu vas composer avec ça et que tu vas pas, c'est pas toi parce que tu es végétarienne depuis 35 ans qui va décider que demain il y aura plus de chasseurs, tu vois. Il y a des choses très concrètes, c'est pour ça c'est très c'est très concret. Euh, et voilà, plein de choses comme ça en fait que tu décides pas du jour où ton voisin il fait de l'épandage par exemple, tu t'adaptes. Voilà, il y a des choses, c'est très concret. Et, et oui, et c'est ça le premier point. Donc, c'est voir clair, voir la situation. Puis l'autre, c'est euh, écouter et, euh, et le meilleur, en fait, de chacun. Parce que tu peux choisir, on parlait de choix tout à l'heure, mais tu vois, tu as aussi le choix quelque part, d'inviter le pire de la personne que tu croises en face de toi, de réveiller, je dirais, le plus moche, ou Mm. au contraire, d'inviter le plus beau à se manifester, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu découvres des merveilles, parce que quand même, les êtres humains, c'est incroyable. Euh, la diversité, l'humanité, la richesse, les passions de chaque être humain, ce qui le meut, ce qui l'émeut, ce qui le fait vivre, c'est quand même dingue en fait. Tu vois, récemment j'ai eu une super copine qui a fait ses 90 ans ici au Moulin, c'était juste génial. Lorna, vraiment une amie chère. Et il y avait un de ses fils qui est venu et il m'a dit, est-ce que je peux faire du metal detecting, tu vois, avec un détecteur de métaux dans le champ d'à côté. C'est un truc, moi, ça me viendrait jamais à l'esprit de m'intéresser à ça. Et là, je rencontre un être humain, c'est ça sa passion. Bah, j'accueille, je dis oui. Et on organise le truc pour qu'il aille dans le champ de ma cousine à côté et, avec son métal détecteur et je reviens après quelques jours et je trouve 2 petites pièces et il m'avait laissé, il a retrouvé une petite pièce d'un petit sac de plomb du XVIIe siècle et puis un autre, tu vois, dans le champ. Et là, tu te dis, mais oui, en Wow. fait. Et l'autre, ça vient de l'époque du 13 et l'autre, oui, de la guerre de 100 ans. Et tu dis, ah oui, ok. Et là, tu comprends que la Terre, oui, la Terre, c'est aussi la Terre d'une histoire avant nous et que cet être humain qui a l'air de faire un truc un peu bizarre pour moi, qui me viendrait jamais à l'esprit de faire, tu vois, c'est pas du tout parce que le gars, il est grippe-sous et il veut trouver, tu vois, moi je crois que c'était ça les gens qui faisaient. Non, en fait, Sur les plages, oui. le type, il est passionné d'histoire, en fait, et il te sort un monde. Tu dis, ok, donc il y a des types là qui se trimbalaient avec des sacs de sel fermés avec ce petit truc de plomb, qui ont traversé le champ là au XVIIe siècle. Ok. Ah d'accord. Et ça, c'est un double fleuron, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ah ok. Et là, c'est comme si ça t'ouvrait un monde, tu vois, d'une histoire qui a existé avant toi. Euh, donc ouais, je crois qu'il y a ça, il y a la clarté et l'écoute. Et ça, je pense que toute entreprise, euh,
Je sais pas ce que tu t'en penses toi, mais je pense que c'est des qualités essentielles en fait. D'autant plus aujourd'hui, mais ça c'est ce que je ressens parce qu'aujourd'hui tout va tellement vite que si on ne capte pas, si on ne perçoit pas son environnement, les personnes qui nous entourent, son marché, ce qu'on fait, comment soit on se sent, etc. de manière très rapide, si on c'est quasiment tous les jours en fait, il faut faire un scan et se dire ok c'est encore bon ou pas pour savoir si on est encore dans la validité des informations qu'on avait collectées hier, si aujourd'hui elles sont toujours d'actualité, si elles sont toujours justes. En fait, c'est vraiment une histoire de justesse. Et c'est ce que je ressens aussi dans ton partage quand tu parles d'écoute et de clarté, c'est la justesse de la clarté, la justesse de l'écoute. Parce que comme tu l'as dit, il y a des moments où on voit rien et il y a des moments où on n'entend rien et on est un peu dans le pâté et c'est pas la peine, il y a rien qui vient, on n'a pas l'idée, on capte pas, on n'entend pas l'autre, on n'y arrive pas, quoi. C'est pas possible. Mais c'est au plus, au mieux ou le plus souvent, d'essayer de le faire pour soi et de le faire dans son environnement en tant qu'être humain et en tant que chef d'entreprise, chef, de d'être dans cette perception, dans cette écoute, dans cette tentative de connexion à ce qui se passe en nous et ce qui se passe autour de nous pour se dire, OK, ben, est-ce que du coup, là, la manière dont je servais mes clients, elle est toujours OK? Elle est toujours pertinente? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'autre chose? Est-ce que finalement, eux, ils n'ont pas vécu une révolution aussi qui leur donne envie d'autre chose? Ils ont un autre besoin. Est-ce que moi, ce que je fais, ça fait toujours sens pour moi? Est-ce que je suis toujours au bon endroit pour le faire? Parce que du coup, l'énergie du lieu dans lequel je suis va avoir un impact. Enfin, c'est vraiment ça que j'entends. D'autant plus que toi, finalement, toutes ces expériences, tu les as vécues à chaque fois dans des lieux extrêmement puissants avec c'est presque des personnages, effectivement, de ton théâtre, d'une comédie, d'une vie, parce que autant ta ferme, quand tu étais horticultrice, que le moulin aujourd'hui, que Auroville en Inde, à chaque fois, en fait, toi, tu es dans des lieux personnifiés qui ont une puissance de fou et qui ont un impact direct sur ta vie, sur ta manière de créer, sur ta manière de relationner avec les autres et aussi certainement sur ce que tu envisages d'être comme femme, comme chef d'entreprise, comme entrepreneuse, là où tu es. C'est ce que je ressens. Oui, oui, c'est juste. Les lieux m'apprennent. En fait, je sais rien, hein. Je crois que c'est aussi une des clés, je pense, en tant que entrepreneuse ou chef d'entreprise, c'est vraiment qu'on n'en sait rien. C'est-à-dire, on peut avoir une idée. Par exemple, quand j'ai repris le moulin, je pouvais avoir une idée. Et puis, j'essaye de voir clair, d'avoir une vision. J'ai une vision sur une certaine éthique, une certaine sensibilité de ce que j'aimerais qu'il se manifeste. Mais après, comment ça va se manifester, j'en sais rien. Et c'est très juste ce que tu disais sur le fait d'être souple vis-à-vis des événements et de pouvoir s'adapter sans cesse. Et moi, je crois que c'est ça qui me fait kiffer, en fait, qui me plaît dans le fait d'être une entrepreneuse, c'est de dire, t'en sais rien, tu vois. Et par exemple, s'adapter, bah oui, quand tu dis, voilà, tes clients changent, etc. Moi, très concrètement, au Moulin, il y a une nouvelle voie cyclable qui s'est installée, la Régalante, là, qui fait de Nantes au Mont-Saint-Michel. Et il y a plein de gens qui en ont marre de voyager traditionnellement ou qui ont juste envie de se faire 2 jours à vélo, tu vois, et qui ont envie de passer un moment convivial, qui se disent chouette, il y a un moulin sur la route, tu vois. Et donc, je dois complètement revisiter, en fait, la façon dont j'allais prévoir, tu vois, ma période touristique, disons, du moulin, en me disant, OK, aujourd'hui, c'est ça, les gens qui ont envie de venir dans un moulin lieu de patrimoine, écogiste, etc., c'est des gens qui veulent vivre une expérience à la fois qui soit sécure ou confortable, tu vois, ce que le moulin offre, et en même temps avec cette authenticité ou et en fait, ce qui fait, tu vois, vraiment triper en fait les gens, c'est que je leur fasse une galette, parce que c'est la galette, tu vois, la galettoire de ma grand-mère, c'est de la farine à la meule de pierre, il y a un côté authentique, il y a un côté... Et ça, moi, je n'avais pas forcément prévu de faire des galettes tous les soirs pendant 6 mois, tu vois. Mais il se trouve que j'aime faire plaisir, j'aime accueillir et que j'arrive pas à dire non si les gens ils ont envie de manger une galette, tu vois. Et donc,
tu t'adaptes. Oui, C'est ça. parce que tu ressens le besoin de ces personnes qui sont en transit sur leur vélo, qui vont avoir envie de se poser dans ce lieu un peu atypique et finalement de renouer avec ses racines ancestrales, avec cette histoire de bah, le moulin, avant, c'est quand même la farine, donc on n'est pas loin de la Bretagne, donc c'est la galette. Et voilà. Et Et effectivement, c'est... tu sais que si on remonte tous à en troisième génération, on a tous un ancêtre qui est soit agriculteur, soit meunier. Hmm. Et donc, moi, j'ai énormément de gens qui viennent de la ville, qui sont des citadins, qui ont l'air d'être citadins depuis 50 générations. Et en fait, le nombre de gens qui me racontent Ah, mais on avait un moulin dans la famille et Hmm. il est tombé, ou tu vois, il y a ça, il y a avec les gens de Nantes, il y a tous ceux qui ont été réfugiés, tu vois, pendant la guerre, qui sont venus ici, les petits beurs, les petits Nantais qui Hmm. étaient réfugiés, tu vois, dans nos campagnes. Il y a une histoire incroyable. Et les moulins, en plus, font rêver parce qu'il y a quelque chose, un moulin avec des ailes, ça appelle quelque chose dans notre imaginaire. Mais je pense aussi parce qu'on a quasiment tous des arrière-grands-parents qui étaient meuniers, tu vois. Hmm. Ouais, ouais. Donc ça rassemble. Mm. Oui. Alors, est-ce que on a parlé tout à l'heure de cette clarté, de cette écoute, et maintenant, est-ce que tu doutes? Est-ce que tu as connu des revers, je sais pas moi, des déceptions humaines aussi, puisque toi, tu es toujours au cœur de l'humain depuis un paquet d'années. Est-ce que tu as des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que finalement par lesquelles tu aurais aimé ne pas passer ou aimé passer pour être qui tu es aujourd'hui et faire ce que tu fais aujourd'hui? Ah oui, 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 il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où je vois que justement ce manque de clarté à certains endroits font que je n'ai pas pris assez soin. Donc ça, oui, oui, il y a ça, c'est sûr. Dans ma vie personnelle, des endroits où peut-être j'aurais aimé, tu vois. Aujourd'hui, moi, je suis ravie dès que je vois des gens qui se séparent et qui font ça de façon respectueuses, qui se souviennent que il y a des enfants au cœur tu vois, du foyer, que même si les gens se séparent, si deux êtres humains ne font plus route ensemble, ils sont pas obligés de massacrer en fait les enfants qui sont entre eux. Et ça, voilà, j'aurais aimé certainement en tant qu'enfant que mes parents se séparent de façon plus intelligente. Et je suis contente à chaque fois que je vois que ça évolue. Après, je pense que voilà, on est l'héritière d'une histoire aussi, qu'on travaille dessus. Et moi, je suis très reconnaissante du chemin que j'ai, tu vois, en fait, et de tout ce que la vie m'a appris. Après, il y a une chose, tu vois, quand on est entrepreneuse, on entreprend, donc on prend des décisions, donc on mène des aventures. Euh, et tu vois, si j'ai créé, faire l'association Faire Société aujourd'hui, c'est aussi parce que j'avais l'idée de pas faire tout toute seule. Parce que je crois Mhm. qu'en tant qu'entrepreneuse, on est OK, on n'a pas peur de prendre des décisions. Je crois qu'on n'a pas peur de se planter, sinon on ne le ferait pas, parce on s'est toutes plantées. Je veux dire, on a toutes forcément eu des échecs si on a entrepris. Euh, mais ça nous démonte pas et on y va et on apprend et on sait qu'on va apprendre de ces échecs. Donc ça, c'est OK. Mais il pourrait y avoir à certains moments, tu vois, l'idée que qu'on en fait trop toute seule, que finalement on espérait des gens un investissement qu'ils n'ont pas, euh, euh, et que en fait là il y a un endroit où voilà on peut pas attendre des autres qui s'investissent de la même façon que nous. Donc il y a un moment où il y a à reconnaître que si on est des aides de passion, on est des aides de passion et que les autres sont pas obligés d'être des aides de passion comme nous. Et ouais, peut-être. Tu vois, j'ai essayé de comprendre quelque chose un peu à la nature humaine, mais ça m'aurait pas dérangé d'apprendre ça plus tôt, en fait, que tu vois, les êtres humains fonctionnent pas tous sur les mêmes principes et que c'est OK, en fait. C'est juste,
Voilà, on peut pas attendre, oui, d'un singe qui se comporte comme un éléphant. Euh, et les êtres humains, c'est pareil. Et les deux ont le droit de vivre. Donc, moi, aujourd'hui, ce que je vois, c'est ça. C'est reconnaître chacun dans ce qu'il est et s'entourer de personnes qui ne te ressemblent pas, mais qui complètent, en fait, en étant éventuellement très différentes de toi. Et pour qu'il y ait, tu vois, jamais de sentiment d'être... moi, j'aime pas du tout l'idée du sacrifice ou de la victime, tu vois. À un moment, c'est moi qui ai choisi, donc j'assume aussi la charge de travail qui est conséquente au choix que j'ai fait, en fait, tu vois. Donc, le style de vie ou le fait que oui, je vais pas être milliardaire en m'occupant d'un moulin à Jouer-sur-Erdre, ça, c'est sûr. Et non plus en créant un truc, une association pour la création féminine, tu vois, à Jouer-sur-Erdre. Non, c'est pas la bonne piste. Si. Si l'objectif était la richesse, c'est pas la bonne voie. Mais ça pose la question du collectif, parce que finalement, on n'en a pas tant parlé que ça. Ouais. Quand on est entrepreneuse, entrepreneur, souvent on est quand même assez seul. Enfin, en tout cas, moi, c'est un peu mon sentiment personnel et c'est ce que je vois autour de moi. Alors, sauf quand effectivement il y a des associations super avec des belles combinaisons d'associés. Mais du coup, peut-être qu'à un moment donné, on cherche aussi à faire collectif avec des projets qui vont permettre à chacun, chacune de se rassembler. Et c'est peut-être aussi ce que tu fais avec Faire. C'est aussi aller chercher des ressources autour de toi et faire une famille finalement artistique autour de toi, quoi. Oui, oui, pour moi c'est important et c'est important qu'il y ait plusieurs cercles de communautés, disons, tu vois, de vivre Mm. ensemble. C'est-à-dire que déjà, moi ici au Moulin de Bel-Air, j'habite à Jouer-sur-Erdre et que j'ai envie d'être en rapport très concret, hein, très simple, mais je crois que c'est ce qui nous manque le plus au territoire où on est. Oui, En fait, tu vois, aux gens qui sont mes voisins. qui Et je pense habite que cette terre comme toi. ça habite ensemble cette terre. Mm. Et on en a la responsabilité quelque part de soit la malmener, soit de la bien respecter. Mm. Et donc il y a ce premier réseau, disons. Et puis ensuite, tu vois, il y a aussi le réseau bah, de l'école de méditation dont je fais partie, où c'est aussi des gens que je vais voir peut-être 3 fois l'année, mais qui sont un soutien pour moi parce que c'est des gens qui pratiquent la méditation avec moi, et que ça, c'est une communauté aussi. Après, tu vois, avec faire et faire société, il y a deux niveaux, c'est-à-dire il y a vraiment l'idée de se retrouver entre femmes et artistes et de partager un commun, et ça, c'est super important. Et puis, il y a justement ce qui fait le pont entre les gens qui sont du territoire et puis les artistes là, c'est les événements qu'on organise, tu vois, comme les journées européennes du matrimoine et du patrimoine. Euh, voilà, on rassemble des gens ensemble. Et moi, à la base, tu vois, je viens de la mise en scène, donc en fait, je n'existe pas sans les autres. Mm. Je peux imaginer, je peux concevoir, je peux même faire croire que je sais où je vais en disant, allez hop, on monte dans le bateau. Mais un metteur en scène, il sait rien parce que tant que les gens sont pas sur le plateau, tu sais pas comment ils vont jouer, tu sais Et pas ce comment. sont- Oui, vous attendez de voir comment ils vont se mettre en mouvement pour après éventuellement les guider et les diriger, quoi. Mm. C'est ça. Il y a un côté un peu zinzin où tu fais croire que tu sais où tu vas, mais d'une certaine façon, tu le sais, et d'une autre façon, tu le sais pas du tout. Mm. T'as une perception, t'as une intuition de quelque part où ça pourrait aller, mais tant que t'as pas des êtres humains en mouvement sur un plateau, tu sais pas. Donc, d'entrée de jeu, tu es avec les autres, en fait. Tu peux pas. Mais il y a un travail très solitaire que tu trouves dans la réalité de toute entrepreneuse. Il y a quelque chose comme une gestation, tu vois, une conception qui se
oui, qui est prêt à germer, mais qui ne se manifestera, mais un petit peu comme une petite plante dans la terre. Elle est déjà en lien à tout ce qu'il y a dans la terre, mais elle est un peu cachée. Puis à un moment donné, il y a la pluie, il y a le soleil, il y a pouf, et là, pouf, tu vois quelque chose qui sort et il y a une plante magnifique qui apparaît. Et ça, c'est parce qu'il y a eu tous les autres éléments qui l'ont permis tu vois, de germer. Mais à la base, on a quelque chose à avoir avec un certain secret, en fait. Toi, qu'est-ce qui t'anime quand tu crées les flamboyantes? Qu'est-ce qui t'anime dans ta profession? Il y a quelque chose de, oui, de secret, en fait, de très intime qui t'anime et qui t'engage à faire ce que tu fais de la façon dont tu le fais. Je crois on est comme ça un petit peu, on est un peu gardienne d'un petit secret de notre amour de la vie, tu vois, qui fait que voilà, on prend soin de ça et on aide à ce que ça se déploie. C'est très Non? beau. Oui, oui, je partage, c'est vrai. Ouais, ouais. Un secret qui n'est pas, en tout cas pour nous, connecté à du lucratif, à du productif, à du... Voilà, c'est un secret très profond qui est connecté à la beauté des gens et à la Oui, beauté des terres aussi qui nous entourent, ouais. oui, ça a à voir avec l'amour. Et après, c'est OK hein, si ça gagne de l'argent et que ça rapporte. Moi, je suis Bah pas du oui. tout fait. Moi, j'en ai besoin hein, qu'il y ait des gens qui. Mais d'ailleurs, on en a toutes besoin. Mais on a encore plus de chance quand ça part de l'amour que justement ça nous amène vers du fruit, vers de l'argent, hein. C'est pas, oui, oui, c'est important parce que c'est pas du tout antinomique. En fait, les deux sont possibles. C'est juste que ça, cette partie-là, qui nous anime au fond du fond, qui nous donne envie de nous lever le matin et de faire toutes les folies qu'on va faire dans la journée, à créer notre entreprise, voilà, voilà, il y a quelque chose là qu'on garde d'un petit feu secret qu'on pourra pas dire tout à fait jamais. Mais en tout cas, c'est ça qui est la base, je crois, de notre mouvement et de notre énergie, parce que quand même, on en a. Tout à Les fait. flamboyantes. Ouais, on en a. Alors, je reviens à quelque chose de plus concret, mais parce que ça peut sembler aussi assez conceptuel ou peut-être que les personnes peuvent se dire mais comment elle a fait parce que finalement t'es passé d'un pays à un autre d'un statut d'une structure à d'autres, comment t'as fait toi, on va dire concrètement techniquement, parce que j'imagine qu'au début de ta carrière t'étais intermittente du spectacle, après à Auroville t'avais certainement un autre statut, aujourd'hui t'as encore un autre statut en étant propriétaire de ce moulin, en accueillant des personnes et là, en créant ce faire société, cette association, en fait, est-ce que pour toi, vraiment, tous les statuts, toutes les formes juridiques, tu galères? Ou est-ce que ça se fait, quoi, et finalement, c'est juste le moyen pour faire ce que tu as à faire et transmettre ce que tu as à transmettre? Oui, oui, c'est le moyen. Après, je suis passée vraiment, je crois que j'ai eu tous les statuts, toutes les caisses, les mutuelles, etc. Donc là encore, soyez mes amis quand je serai vieille, parce que je sais pas, là, je suis pas très bonne sur le côté de mettre de côté, de prévoir la retraite et tout ça. Donc là-dessus, je serais vraiment pas du tout bonne conseillère. Et euh, quand j'ai été à Auroville, à l'époque, on a le statut, c'est Honorary Voluntary Worker, c'est l'équivalent de bénévole, ça veut dire 12 ans de non-salariat, de Hmm. non-déclaration, de non, etc. Donc, il y avait à l'époque de Daniel Mitterrand, qui avait prévu que les Français résidant à Auroville soient reconnus mais ça a été annulé depuis. Donc, en fait, c'est 12 ans qui n'existent pas, tu vois. Mhm. Donc, moi, j'aurais le minimum à 67 ans, tu vois, en gros. Donc, c'est encore une raison de plus pour prendre soin de moi. Parce que c'est sûr que je vais travailler au moins jusqu'à cet âge-là. Après, sur les statuts, on s'adapte, tu vois. Moi, ce que je trouve super intéressant là aussi, mais parce que c'est ma passion aussi, mon intérêt personnel, c'est de changer de statut
Parce qu'effectivement, de passer d'intermittent du spectacle, professeur indépendant de théâtre, donc là, professeur indépendant de théâtre, c'était avec le principe de l'auto-entreprise. Et puis aujourd'hui, d'être en entreprise individuelle, chef d'entreprise, j'ai un statut de commercial, je trouve ça super intéressant. Et Hmm. ouais, c'est une des choses que j'ai envie de vraiment de développer aussi avec Faire, c'est de faire se rencontrer des femmes chefs d'entreprise qui peuvent avoir des gros business aussi avec des femmes artistes, parce que je pense qu'elles savent pas souvent les unes et les autres à quel point elles ont des choses à partager, tu vois, et qu'en fait une femme qui est commerciale, c'est pas forcément euh, une femme qui pense qu'au fric, tu vois ce que je veux dire. Et Mhm. avoir cette perception-là de la part d'artistes, et puis enfin, tu vois, il peut y avoir le côté, d'un côté c'est des perchés, de l'autre côté c'est des hyper-matérialistes, et en fait non. En Mhm. fait non. La vie, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et, et dans les mille et une idées, j'ai l'idée vraiment d'offrir aussi aux femmes qui aussi peuvent souffrir d'hyper-isolement, les femmes chefs d'entreprise, la possibilité de venir, tu vois, dîner, dormir au moulin pendant qu'il y a une résidence artistique, pour Mhm. que ça se change. Parce que moi, ayant une sensibilité à la réalité de l'artiste et de la femme artiste, et étant très concrètement, moi j'aime bien, moi, l'idée d'être commerçante, ça me va très bien. Le commerce, c'est l'échange. Le fait d'être là, voilà, à tenir ce lieu, à accueillir, ben, je vois à quel point il y a des choses qui peuvent être le même. Et là, encore une fois, dans le soin, dans ce pourquoi on fait les choses, dans ce qui nous anime, il y a du commun. Et donc, je pense que c'est vraiment très intéressant aussi de... Donc, les statuts, c'est des moyens, ça s'adapte à chaque pays, à chaque contexte. On fait du mieux qu'on peut avec... moi, quand je suis rentrée d'Inde, je me suis dit, oh là là, ça va être... Je m'étais préparée au pire parce que tout le monde me disait, tu vois, tous les trucs administratifs en France après 12 ans, ça va être l'enfer. Et en fait, je suis rentrée l'été, j'ai fait tous les papiers que je devais refaire, tu vois, et ça s'est très bien passé. Les gens que j'ai rencontrés dans les administrations, soit revenaient de vacances, soit ils partaient la semaine suivante, donc ils étaient Ils étaient à leur prime pour t'aider. top sympas. Ça les faisait marrer de voir quelqu'un qui arrivait d'Inde et tout ça. Donc on papotait de plein de choses, de yoga, de trucs. Et c'était très sympa et ça s'est fait. Donc, je crois que là-dessus, ça sert pas à grand-chose de râler contre le système comme il est. Il a une histoire. Il n'est pas le même, je sais pas, au Canada qu'en France. Faisons avec le système comme il est en attendant de le changer. Euh, et on apprend. Et c'est ça aussi le truc peut-être dont on n'a pas parlé, mais c'est que ce qu'on ne sait pas, on l'apprend. Mm. Voilà. Donc, en fait, si tu sais pas comment marche un système parce que tu arrives dans un pays et que tu sais pas, eh ben, tu demandes à quelqu'un qui sait. Mm. Et c'est pareil dans les investissements, dans les prêts, dans tout ça, tu vois, c'est juste super important de te dire, j'y connais rien. Qui est-ce qui y connaît quelque chose? Et tu cherches dans ton entourage quelqu'un qui est plus informé que toi, qui est plus aguerri que toi dans ce domaine et tu apprends. Mm. Et moi, c'est ça qui me fait plaisir en tant qu'entrepreneuse, c'est d'apprendre de tous ceux qui savent plein de choses que je sais pas. Mm. Merci. Bon, on arrive à la fin de cet entretien. Merci Estelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter ou un conseil que tu aimerais donner aux femmes qui aimeraient lancer un business ou qui ont déjà une entreprise en cours mais qui parfois doutent ou cherchent du sens parce que ça nous arrive à toutes aussi. Je ne sais pas ce que tu aimerais partager à ces femmes. Bah, d'abord, je dirais que prendre 5 minutes par jour pour soi, c'est jamais une perte de temps. Mm. Donc, je pense que ça, vraiment se poser dans ce monde qui, comme tu as dit, accélère, euh, voilà, ça, c'est essentiel. De la façon dont vous voulez, que ce soit en regardant une belle image, en marchant, en vous asseyant sur un coussin de méditation. Euh, En tout cas, prendre ce temps-là pour soi, c'est jamais perdu. Et puis,
et puis oui, réinterroger toujours le point de départ en fait de ce qui nous anime. Et peu importe, tout le monde n'a pas à être, tu vois, entrepreneuse indépendante. Peut-être certaines ont besoin de l'être au sein d'une structure qui les conforte parce qu'il y a besoin d'une certaine assurance. D'autres se sentent appelées comme nous à être voilà, leur propre chef d'entreprise. Et allez-y aussi sans crainte de l'échec aussi, parce qu'il faut, tu vois, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. Il faut faire et défaire et refaire pour affiner le projet que vous avez. Donc, mais allez-y, c'est beau. Et surtout, voilà, la curiosité, l'apprentissage. On n'est pas nul parce qu'on ne sait pas. On est nul si on ne demande pas quand on ne sait pas. Mais on n'est pas nul. Non, mais je veux dire, jamais on saura tout. Jamais on saura tout. Donc, apprenons, et puis les unes des autres et les uns des autres. Hmm. Est-ce que tu peux me dire, alors là, c'était pas du tout préparé, donc je te prends de court, donc si tu n'as pas la réponse, tu me la donneras après. Est-ce que tu peux me dire qui tu aimerais entendre sur ce podcast? Une femme flamboyante à tes yeux qui pourrait nous inspirer toutes et tous et que je pourrais interviewer? Alors, il y en a, je pense là tout de suite, je pense à Sylvie Jobin des Épices à ma guise, parce que j'ai vu qu'elle était partie en Inde euh, et, euh, et que c'est dingue ce qu'elle fait en fait. Elle ramène vraiment de façon aussi éthique et c'est très concret, c'est pour la cuisine, hein. C'est que Oui, c'est les épices, du coup. Ouais, c'est une personne qui est spécialisée, c'est ça, dans les épices? mais qui va aller chercher, qui a un rapport très humain, direct avec les gens chez qui elle va chercher ses épices, ses thés, etc. Donc je dirais, tu vois, c'est assez local parce que c'est un SNI et c'est une femme qui est passionnée et passionnante et voilà, c'est à elle que je pense là. Eh ben, génial. Je prendrai contact avec cette femme aventurière. Mm. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Estelle? Donne-nous toutes les... Alors évidemment, bon, toi, on peut te retrouver physiquement au moulin de Bel Air à Jouer-sur-Erdre, qui est ouvert donc en tant qu'écogîte, hein. Ça, c'est une première partie. On peut dormir dans ton moulin, Oui, concrètement. vous pouvez dormir, vous pouvez manger aussi. Oui, des galettes, on a compris. Est-ce que vous avez préparé ou de temps en temps une galette? Vous pouvez venir en vélo au moulin. Ouais. Et donc, c'est le moulindebellair.com pour l'activité du moulin. Et sinon, sur Instagram, pour faire, c'est faire, on dit underscore, le tiret Oui, du bas, faire oui. société. C'est un logo orange avec marqué faire. Et oui, FAIR-société. ah, yeah, oui. Ouais, ouais. Et puis voilà, et puis venez pour les Journées européennes du matrimoine et du Oui, patrimoine, en on septembre. communiquera là-dessus aussi. Euh, c'est le troisième week-end de septembre, il y a un brunch jazz, c'est très chouette et on passe la journée au pied du moulin, il y a du jazz swing, Lindy Hop. Voilà, c'est un super moment. Et puis, il y aura les nuits de la lecture aussi en janvier, où là, vous pouvez venir lire ce que vous avez écrit ou lire des autrices ou auteurs, mais on encourage vraiment les lectures d'autrices. Donc, troisième week-end aussi de janvier. Et puis, Voilà, par exemple. et pour les femmes qui sont justement artistes et qui ont envie d'une résidence, elles peuvent proposer, enfin, Oui, on va retrouver ces infos-là pour qu'elles puissent déposer un dossier de candidature pour oui, faire. on est en train de monter le site qui sera fairesociété.org. On a déjà un email, c'est contact@fairesociété. Ok. Et donc, on fait enfin, un appel à candidature plutôt à l'automne pour Oui. la saison suivante. Euh, et donc, ça, oui, tout ça, on pourra le retrouver sur le site et sur la page Instagram aussi, la société. Génial. Eh bien, écoute, je te remercie sincèrement pour le moment que tu as consacré à Flamboyante et je te souhaite beaucoup de belles rencontres hein, dans le moulin et ailleurs. Et puis beaucoup de belles découvertes aussi artistiques et humaines. Donc, merci beaucoup, Estelle.
Merci beaucoup à toi, Sabine. Et puis à bientôt. Oui, avec plaisir. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura inspiré et nourri. Si vous avez aimé cet épisode, je vous remercie de soutenir Flamboyante et Entrepreneur en vous abonnant, en allant déposer des étoiles et un commentaire sur Spotify, Podcastix ou Apple Podcast, en partageant l'épisode sur vos réseaux ou encore en invitant votre entourage à l'écouter. Si vous souhaitez me joindre, si vous voulez découvrir mon approche ou encore lire mes 3 livres publiés aux éditions Marie-Claire, retrouvez-moi à sabinerenard.com. Rendez-vous le mardi toutes les 2 semaines à 7h sur toutes les plateformes pour un nouvel épisode. À bientôt!